On se trouve à Tchassiviar, depuis 3 ans depuis la guerre en Ukraine. On poursuit là, sur les dernières avancées russes à Tchassiviar sur le front de Pokrovsk. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à vous procurer notre magazine, car sans vous, notre travail est tout simplement impossible. Merci à tous. Oui, mais est-ce qu'un gouvernant ne se juge pas à l'aune de son traitement pour son propre peuple? Et vous comparez Bush et Bachar al-Assad, c'est pas tout à fait le même traitement pour leur propre mais Bush, peuple. c'est 300 000 morts. Et oui, néanmoins sur la façon de traiter les opposants. Oui. Et je voulais revenir sur un point que j'ai lu dans votre livre aussi. Vous mettez le point de départ de cette diabolisation comme concept de politique internationale à la chute du mur de Berlin, après la guerre froide. Oui. Et vous avez l'air de dire, oui, enfin... l'ennemi URSS, c'était un peu confortable, c'était le diable par essence, mais c'était pas le diable vraiment. Enfin, je vais vous rappeler. Ah mais si, je vais vous renvoyer je commence par Staline. Un sketch de Gaspard Proust. Oui. Il y a peu de gens qui sont, passaient le mur pour aller du côté est. Ça, j'en conviens. D'ailleurs, mon premier chapitre est sur Staline pour expliquer justement pourquoi. Par moment, on utilise le diable, ou en tout cas, on désigne le diable, parfois de façon totalement légitime. Je ne conteste pas que le bolchevisme mis en forme par Lénine en Russie à partir de 1917, poursuivi par Staline à partir de 1924, et ensuite jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ait été une abomination, Staline étant responsable des purges dans l'armée, de Holodomor, de la Grande Famine, et puis de diverses massacres. Et surtout, Staline était le spécialiste on va dire, du déplacement de population. On le voit aujourd'hui avec la question génère le problème russo-ukrainien, du reste. Déjà, oui, et surtout, oui, avec cette question du Donbass, et le problème aussi du Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ça date de Staline. C'est du bricolage, on va dire, perpétré à l'époque de Staline. Staline a aussi déplacé, envoyé en exil les Tchétchènes, les Allemands de la Volga, enfin bref, tout un tas de peuples jugés, on va dire, suspicieux par le régime, et qui ont été, par les sbires de Beria et du NKVD, emmenés en déportation. Ça, je ne le conseille, je ne dis pas, on a désigné Staline, c'est un diable, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je commence par Staline, c'est que la Seconde Guerre mondiale arrivant, Hitler étant jugé, on dira tardivement par les Américains d'ailleurs, comme le diable supérieur, on accepte de se lier à Staline, et qui, du coup, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, n'est plus le diable. Et ensuite, en 1945, le redevient. Mais ce que je trouve intéressant avec le diable russe dont vous parlez, les goulags, le Solzhenitsyn, Boukhovski, bref, c'est que il nous a permis aussi, nous, occidentaux, de vivre assez confortablement avec l'idée que nous étions le bien, que nous étions la liberté, quand en face, c'était les ténèbres, etc. Et vous savez, moi j'ai beaucoup voyagé ces temps derniers avec la guerre en Russie, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres dans ce pays, et je me suis retombé dans des endroits, justement, il reste notamment dans le Donbass, des friches industrielles encore avec des étoiles rouges en haut des puits de mines. On peut imaginer, d'ailleurs, les affiches de propagande, tout à coup on revoit les maisons qui ont été construites, dans lesquelles aujourd'hui il n'y a plus personne à cause de la guerre, mais dans lesquelles les gens ont vécu. Et plusieurs fois, je me suis fait poser cette question en discutant avec les Russes, en approfondissant. J'ai fait un jour un voyage en train à peu près à 1 an du début du conflit entre Rostov et Moscou. J'ai passé 19 heures dans un train, tout seul, avec des mots de français, des mots d'anglais, des mots d'allemand, parce qu'il y avait un qui parlait allemand, donc il traduisait aux autres. Et les Russes me posaient plein de questions, et je leur avais aussi posé plein de questions sur qui ils étaient, etc. Et ce qui m'a paru frappant, et moi, venant d'une famille dont mon papa a combattu les Russes pendant la guerre froide, à bord d'un SNLE, sous le pôle, donc il y avait le côté secret, etc. Et on était nous-mêmes, famille de sous-mariniers tenus au secret. On nous apprenait que le bonheur n'était pas possible à l'Est. Et quand j'ai regardé, quand j'ai discuté avec ces gens, je dis oui,
il y avait d'abord une forme artistique très développée, une sorte de modern art russe aussi qui a eu lieu, qui a eu cours dans les années 70, dans l'architecture, dans l'architecture d'intérieur, dans les objets, etc. Donc si vous voulez, une vraie vie culturelle, certes cadrée par le régime, certes pour laquelle il fallait... Mais je ne crois plus aujourd'hui que les Russes n'ont pas eu droit au bonheur. Voilà. Et je pense que... ça, c'est universel. C'est-à-dire que même dans les pays en guerre, oui. Il reste la même, dimension humaine. Bien sûr. Et puis, vous me parlez quand même de votre univers familial propre qui était de droite, si j'ose le dire ainsi. Parce que si on va sur ce terrain-là, il n'y a pas eu de Nuremberg de l'Union soviétique. J'avais un oncle qui était communiste pour qui les choses étaient différentes. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être aussi... Pourtant, on n'a pas parlé de l'URSS comme on a parlé du régime nazi. Si on en avait parlé de la même façon... Aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les mêmes problèmes avec l'extrême gauche et... je pense qu'il n'y a pas eu justement on n'a pas lavé... non, tout à fait. Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que la démonisation à laquelle nous étions, de laquelle nous étions l'objet... oui, et puis on va dire le fond des campagnes aussi. Vous acceptez peut-être les 25%, je crois que c'est 25% que le Parti communiste a réussi à agréger comme vote à une époque, dans les années 50. Il a eu une puissance considérable. Aujourd'hui, une partie encore des boulevards dans les mairies qui sont pas forcément encore communistes, mais s'appellent Lénine, des écoles Youri Gagarin et autres. Il y en a encore plein. Oui, on a eu... ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'avec la Russie, d'ailleurs on a redécouvert pas mal de choses, parce que comme il y a eu cette espèce de russophobie extrême au début de la guerre en Ukraine, qui existe d'ailleurs toujours, on s'est un peu interrogé sur les relations qu'on avait pu avoir avec la Russie, et on s'est rendu compte que tous les révolutionnaires russes, ou presque, avaient été passés par Paris à un moment de leur vie, tous les révolutionnaires communistes aussi, y compris Pol Pot, sont passés finalement chez nous, et puis qu'on a aussi accueilli les Russes blancs, à une époque où ils étaient menacés par les bolcheviks. Les villas sur le front de mer à Dinard ou à Arcachon en sont encore le témoignage. Donc il y a cet apport russe, bon voilà. Mais pour revenir à ce que je veux dire, c'est que l'éducation, alors peut-être vous me dites dans mon milieu, mais je pense que c'était quand même beaucoup plus répandu. Regardez, dans les élites, le Sartre n'a pas fait l'objet de la condamnation morale dont a pu faire l'objet d'autres des écrivains collaborateurs. Oui, bien sûr. Et il est encore enseigné dans les universités. Céline, même exactement. Donc ça prouve bien quand même qu'il n'y a pas eu une diabolisation du régime soviétique. Non, comme il y a pu avoir une diabolisation du régime nazi. Non, mais on va dire que ça nous a permis de construire... En fait, c'était commode. Voilà ce que je dis. Le côté binaire mondial et la guerre froide nous apportait une sorte de satisfaction pour les Américains aussi, toujours chez les Américains avec le côté la peur de l'invasion qui continue à motiver d'ailleurs une partie de la classe politique américaine et de diriger son attitude ou sa façon de penser vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire que la Russie est l'ennemi. Ça, je l'ai vécu en étant correspondant aux États-Unis où il y avait, par exemple, en pleine période de l'État islamique ou d'Al-Qaïda avant, pendant la guerre en Irak, au moment où les États-Unis avaient envoyé 150 000 djihadistes sur le sol irakien, il y avait toujours des gens comme Lindsey Graham, comme John McCain, par exemple, qui disaient oui... qui étaient un peu agacés par ces djihadistes qu'il fallait combattre, comme si c'était un combat, on va dire, un combat, pas le vrai combat, ou pas des ennemis dignes de l'Amérique. Et toujours, je me souviens très bien d'avoir lu des papiers, toujours en disant, mais attendez, le vrai ennemi, c'est la Russie. Ça reste la Russie. Et donc, quand s'est produit la guerre en Ukraine, il y a une sorte de fenêtre d'opportunité pour tout un tas de gens qui pensaient comme ça aux US, qui ont vu une opportunité pour terminer cette guerre froide, justement. Voilà. Alors, est-ce que les choses vont changer avec Trump ? Alors Trump, je ne sais pas si les choses vont changer. En tout cas, il y a une volonté. Je pense qu'elle est manifeste. Ça fait même pas 2 semaines que l'individu est assis dans le fauteuil du bureau ovale à la Maison Blanche. Et déjà, on a du mal à suivre le rythme. On a une tornade Trump qui s'abat. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'abat
sur les dossiers internationaux, même avant d'être officiellement investi président. Il avait déjà négocié un traité, on va dire, de cessez-le-feu au Moyen-Orient et la libération des otages. Sur l'Ukraine, ça va être peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, ça se produira pas en 24 heures chrono. Il va avoir du mal à tenir sa promesse. Il l'avait promis. Et ce qui est très intéressant, c'est dans l'attitude de Trump, et je reviendrai sur le personnage après, et pourquoi je l'ai mis dans mon livre, c'est que il y a une volonté de prendre justement tout le monde de court. Je pense que la remarque sur Gaza, qu'il voit transformée en Côte d'Azur, correspond totalement à qui est le personnage de Trump et à son côté atypique en politique. Pour lui, peu importe l'histoire, peu importe la culture, peu importe la réalité géopolitique, quand je l'ai vu avec Benjamin Netanyahou à côté de lui qui regardait avec les yeux un peu écarquillés, je me suis dit, en fait, on a vraiment l'impression d'être face avec un entrepreneur qui a un tas de gravats, d'ailleurs c'est comme ça qu'il appelle Gaza, et qui se dit, bon, faut que je construise un immeuble. Voilà, et je vais faire un immeuble, et comme c'est sympa, il y a la mer à côté. Il fait beau. Il fait beau, et en fait, il prolonge ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire il a commencé, rappelons-le, quand il était magnat de l'immobilier à New York, par construire le casino Taj Mahal à Atlantic City, dans le New Jersey, et aujourd'hui, de façon régulière, chez Trump, la notion de Riviera, donc de Côte d'Azur en anglais, revient. Moi, je me suis rappelé que quand il avait rencontré en 2018, juin 2018, il avait rencontré Kim Jong-un. Donc tout le monde avait dit c'est incroyable. Bon, il avait passé quelques minutes en Corée du Nord, il avait foulé. C'était le premier président américain à fouler du pied le sol de Corée du Nord. Et au moment de la visite, il y avait une vue sur la côte nord-coréenne. Et il avait dit « Ah, quelle côte extraordinaire! J'y vois des casinos, j'aurais bien des immeubles, luxury resorts, etc., etc. » Donc le coup de Gaza, il l'a déjà fait en Corée du Nord. Maintenant, ça a l'avantage d'une chose, je vais vous dire, et c'est tout à fait typique de l'action de Trump, c'est d'abord de prendre tout le monde de court, et ensuite de poser à ses ennemis ou à ses adversaires, et même à ses alliés, la question de moi je propose ça, vous proposez quoi? C'est l'art du deal, c'est-à-dire... C'est son bouquin. Oui, c'est son bouquin, mais c'est appliqué à l'international. Et ça change les codes, parce qu'on n'est pas dans une logique où l'un va dire, tiens, voilà mon plan de paix, là l'autre va dire, Trump arrive et dit, je vais transformer, je vais prendre possession, et vous avez intérêt à participer, parce que moi je vais pas y aller tout seul, si c'est les États-Unis qui font ça. Donc il met au pied du mur les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, qui sont hostiles à son projet de virer, de faire partir les 2 millions de Palestiniens. La Jordanie est hostile à l'idée de les recevoir. L'Égypte est hostile à l'idée également de les recevoir. Maintenant, le projet de Trump, il est là pour dire, moi j'ai une proposition. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme proposition? Et c'est là où peut-être c'est intéressant, c'est là où il va peut-être pouvoir faire bouger les lignes. Avec lui, l'Ukraine, je dirais, c'est plus compliqué, parce que là, c'est pas lui qui a la main. C'est d'autant pas lui qui a la main que son plan de paix, figer le conflit, alimenter l'Ukraine en armement pendant 10 ans, refuser l'adhésion à l'OTAN, globalement accepter que les Russes gardent les territoires qu'ils ont conquis, etc., etc. Ça, c'est un plan qui était intéressant au moment de la campagne de Trump. Aujourd'hui, que les armées de Poutine ont accéléré le tempo opérationnel, notamment dans l'oblast de Donetsk en particulier, et qu'ils sont quasiment à 2 doigts de rentrer dans l'oblast de Dniepro, c'est-à-dire de continuer leur progression, pourquoi Poutine s'arrêterait-il? C'est-à-dire que Poutine a l'avantage à la main sur le terrain, donc ça veut dire que Trump va être obligé de faire plus de concessions, et notamment au niveau des sanctions, parce que c'est le levier
pour arrêter la Russie, c'est de dire on lève des sanctions. Et donc ça va être une autre paire de manches que simplement un jeu habituel au Moyen-Orient où finalement il n'en sort rien et tous les 4 ans, l'armée israélienne intervient. Là, en l'occurrence, c'est le Hamas qui a attaqué Israël, mais avant, c'était des tirs de roquettes, etc. Vous savez, il y a une expression absolument horrible qui est utilisée par l'armée israélienne, mais bien réaliste sur ce qui se passe dans cette région. C'est, ils disent, quand ils interviennent à Gaza, ils disent « on va tondre la pelouse ». Voilà, on va tondre la pelouse, ça veut dire que la pelouse, voilà, et le Hamas se reconstitue, etc., etc. L'avantage du plan de Trump, s'il arrive à faire évacuer ou en tout cas à reloger les 2 millions de Palestiniens, ça veut dire qu'il les enlève ou qu'en tout cas qu'il s'attaque frontalement ou substantiellement à ce qu'est le Hamas, pas simplement en le bombardant et en disant on va détruire les tunnels et le Hamas il n'y en aura plus. Non, on a vu que le Hamas s'est reconstitué. D'ailleurs, Anthony Blinken, juste avant de partir, le secrétaire d'État américain a précisé que le Hamas, selon ses renseignements, avait reconstitué son potentiel humain, le même potentiel d'avant le 7 octobre. Peut-être pas militairement, peut-être pas au niveau des armes, mais en tout cas, ils ont autant de combattants qu'avant. Alors, vous rappelez au début de votre livre, et c'est intéressant parce que ça en dit long sur la vision de Trump qui tranche avec ses prédécesseurs, une citation du 1er novembre 2024, si vous pouvez nous la répéter. Oui. Nous avons dépensé 9 trillions de dollars, c'est ça, à bombarder, c'est ça? À bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous y avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien. Là, c'est une rupture. Là. Oui, c'est une rupture. C'est une rupture qui, on sent que derrière, il y a vraiment la volonté de s'attaquer on va dire, à l'héritage de l'État profond et à l'attitude de l'État profond, qui est de déclencher des guerres sans fin, de déclencher de créer le chaos finalement, à défaut. Je pense que l'Amérique a reculé parce que elle n'a su que créer le chaos. Elle n'a jamais été capable, on va dire dans les 10 dernières années, d'apporter des solutions réelles sur les zones dans lesquelles elle intervenait. L'exemple le plus éclatant dans tout ça, c'est les talibans. On chasse les talibans en 2001 pour 20 ans plus tard, exactement, quasiment jour pour jour, leur redonner les clés du pays. C'est quand même un constat d'échec absolument effrayant avec tout le chaos en plus du départ des Américains. Donc Trump, lui, propose une lecture différente. C'est quelqu'un qui n'est pas guerrier, qui n'a pas d'ailleurs déclenché de guerre, et c'est assez notoire chez les présidents américains pendant son précédent mandat. Il a promis d'être un pèlerin de la paix, d'apporter la paix, de prononcer ce mot, vous savez, ce mot qui, pendant 3 ans de guerre en Ukraine, dès qu'on le prononçait, on avait l'impression d'être pro-russe. Donc là, il y a quelqu'un qui dit non, il faut arrêter cette boucherie. Et c'est une boucherie, cette guerre en Ukraine. Donc si Trump peut y parvenir, moi je dis tant mieux, même s'il a des côtés excentriques, même si, en tout cas, c'est quelqu'un de déterminé. Et cette fois-ci, je dirais, à la différence du précédent mandat, il est accompagné. Un de ses conseillers m'avait dit, pendant le précédent mandat, quand il a été élu en 2016, il m'avait expliqué, il y a eu cette formule, il m'avait dit, on a construit l'avion en vol. On s'est retrouvé au pouvoir, voilà. Là, il a un certain nombre de personnes, épaulées évidemment par Elon Musk. On a parlé de Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Pete Hegseth, Marco Rubio, et qui sont quand même là, on sent bien qu'il y a une équipe derrière, avec la volonté justement toujours de prendre l'ennemi ou l'adversaire à la gorge et d'imposer les choses, mais surtout, et je pense que c'est ça la différence par rapport aux entreprises des démocrates et aux guerres sans fin menées au bout du monde, qui engloutissent des trillions de dollars, comme le dit Trump, c'est que Trump a un souci d'intérêt des États-Unis d'abord, et de résoudre des problèmes internes aux États-Unis. Toute son histoire d'imposer des pratiques tarifaires au Canada, au Mexique, de plus de 25%, qu'il a suspendu pendant 1 mois en essayant de regarder comment ces pays allaient se comporter. D'ailleurs, ils sont venus à Canosa, Trudeau, pas de problème. Ils ont accepté justement de déployer des troupes à leurs frontières, de travailler avec l'armée américaine justement pour essayer de tarir ce trafic de drogue. Je pense que Donald Trump, en nommant d'ailleurs aux contre-terroristes des anciens des forces spéciales, ambitionne des opérations sur le territoire mexicain contre les cartels, opérations de même type à mon avis que celles qui ont été menées
contre les djihadistes, contre Baghdadi, contre Ben Laden, puisque les cartels, d'ailleurs, dans le même temps, juridiquement, ont été placés sur la liste des organisations terroristes. Donc ça veut dire que les moyens de surveillance, les moyens d'action sont plus grands, et cette possibilité justement de frapper, y compris avec des drones, ces cartels. Donc c'est vraiment une guerre aux cartels qui est en train de mener. Au niveau sanitaire, au niveau de la santé américaine, eh bien Robert Kennedy Jr. est à la manœuvre. Donc tout ça est bien coordonné, mais se fait dans l'idée d'endiguer cette épidémie de toxicomanie qui ravage les centres urbains aux États-Unis, notamment la question du fentanyl, produit de synthèse, fabriqué en Chine, distribué au Mexique, et qui provoque des ravages. Vous savez, c'est la guerre, la fameuse drogue du zombie, où on voit ces gens courbés en deux dans les rues, immobiles parfois, dans des postures absolument invraisemblables. Tout ça est extrêmement tragique, et ça, c'est un problème américain qu'il veut résoudre. Donc à chaque fois, c'est une histoire de America First. Je ne pense pas que Trump dépensera aujourd'hui 1 centime pour déclencher une guerre au nom d'une morale quelconque, ou au nom d'un institut international, ou d'une velléité humanitaire. Voilà. Alors revenons peut-être pour terminer sur le sol français. Oui. Nous... Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça que vous allez me demander. Tout ça. Non, mais je crois qu'on n'a pas compris beaucoup de choses, hein, mais on voit pas ce qui va nous arriver. Non, mais nous parlions du diable et de l'Occident. Oui. Est-ce que vous croyez au choc des civilisations? Est-ce qu'il est en train de se produire en France? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un diable qui nous menace? Avec Trump, hein. Non, pas avec Trump, avec ce qui nous arrive. Ce qui nous attend. Oui, en France, on a, je pense, si je peux, j'ai pas écrit mon livre sur la France, mais ce concept du diable pourrait très bien en être, on va dire, être très utile aussi pour regarder notre pays. D'ailleurs, on vient d'enterrer Jean-Marie Le Pen, qui était lui-même le diable absolu de la politique française, dont d'ailleurs le legs est toujours présent. La diabolisation du RN existe toujours d'une manière ou d'une autre. Si sa tombe a été profanée, c'est bien parce que... Bien sûr, et puis voilà, des choses... Oui, mais est-ce que ce diable ne nous mettait pas en garde contre un diable qui, lui, nous menace? Non, mais tout à fait, mais bien sûr, vous avez entièrement raison. Je pense qu'il y a eu un côté prophétique chez lui, absolument. Il a eu raison avant tout le monde, et il a été le Trump français à l'époque où il n'y avait pas de Trump. Je pense que aujourd'hui, une partie de la classe politique se réveille aux idées. Je pense à des gens comme Julien Drey, par exemple, se réveille aux idées que ce que disait Jean-Marie Le Pen n'était pas totalement idiot à l'époque. Pourtant, Dieu sait si toute cette élite politique, de droite comme de gauche, a tout fait pour l'exclure, pour le faire disparaître, etc. Mais maintenant, la vraie question de la France, c'est, on a évoqué Mélenchon tout à l'heure, mais je pense que oui, il existe en France, là, aujourd'hui, une expression politique qui s'écarte de toute idée nationale, en fait. On a des gens qui veulent le chaos et qui veulent le pouvoir par le chaos. Qui s'en fichent finalement des conséquences, s'en fichent même de disparaître eux-mêmes, puisqu'ils mettent l'accent sur des populations immigrées en imaginant que ces populations vont devenir le nouveau peuple de France, et que eux vont être préservés, mais on voit pas très bien pourquoi. D'ailleurs, il y avait une conférence de presse récemment, ou un meeting très intéressant, où il y avait Rima Hassan et Mathilde Panot, et Rima Hassan a commencé à dire oui, mais même au niveau de nos dirigeants, il va falloir qu'il y ait un peu plus voilà. Et on a vu Mathilde Panot se dire tiens, mes jours sont comptés. Mais on sait que les révolutionnaires tuent leurs enfants, et voilà, et c'est une machine, voilà. Mais on est, oui, je pense, sur cette extrême gauche qui n'a pas fait son mea culpa, qui a toujours eu le primat moral, ou une sorte on va dire qui a conservé le pouvoir culturel, en fait. Quand vous dites que Sartre n'a pas eu à payer quoi que ce soit, je pense que les héritiers de Sartre ont conservé ce pouvoir dans les universités, et donc ont conservé un avantage culturel incroyable. C'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup la phrase justement sur la question du pouvoir culturel d'Antonio Gramsci, sociologue communiste italien, qui disait le vieux monde se meurt, le nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres.
La vraie question que je me pose, moi, c'est est-ce que des Trump font partie des monstres qui surgissent dans l'entre-deux, ou est-ce qu'ils sont une préfiguration du nouveau monde? En tout cas, ce qui est très intéressant avec Trump, et on terminera peut-être là-dessus, c'est que on a évoqué l'AfD tout à l'heure. Ça fait très longtemps, moi j'ai été très surpris en allant en Hongrie l'été dernier, de constater à quel point les relations entre les mouvements conservateurs américains et Viktor Orban étaient anciens et profonds. La présence des Américains, pas des néo-conservateurs, mais des conservateurs à la Trump, était incroyable dans les mouvements de jeunesse en Hongrie, les universités d'été, les universités tout court qui ont été créées par des conservateurs. Donc j'ai vraiment vu la Hongrie comme foyer du conservatisme en Europe et aussi comme, on va dire, cheval de Troie du trumpisme. S'y est ajouté Giorgia Meloni, couvée véritablement pendant l'investiture, accueillie à Mar-a-Lago, etc., pour un peu la détacher de l'ensemble. Avec un semi-coup de foudre avec Elon Musk. Oui, absolument incroyable. Je sais pas où ça en est, mais en tout cas qui a repris clairement en main la souveraineté de son pays sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité, etc. Même si en Italie, c'est un peu plus facile que chez nous parce qu'on distribue pas des aides. Oui, le modèle social n'est pas le même. N'est pas le même. Mais pour ce qui est de Viktor Orban, il y a une résistance qui a prouvé qu'elle avait raison. Il y a aussi la Slovaquie de Robert Fico, donc Giorgia Meloni, et maintenant vous vous rendez compte que Elon Musk s'attaque, appuie l'AfD, appuie Tommy Robinson en Angleterre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté, je pense, chez Trump, il l'a dit d'ailleurs, qu'il ne s'adresserait pas à Bruxelles, mais qu'il s'adresserait aux leaders, à chacune des nations. C'est le retour des nations. Tout à fait. Et donc l'effet de Trump peut être justement le retour des souverainistes et l'explosion de l'Union européenne. Parce que si l'AfD arrive au pouvoir, Alice Weidel a promis qu'une des premières mesures serait de quitter l'Union européenne. Alors, est-ce que ce sera possible? Mais vous imaginez l'Europe sans l'Allemagne? C'est un peu comme l'OTAN sans les États-Unis. C'est-à-dire, ça n'a plus de raison d'être. Et donc, là aussi, Trump a menacé de quitter l'OTAN et on sent bien qu'il y a une certaine fébrilité sur la suite. Donc, je pense que c'est vraiment la fin d'un monde et que pour nous, ça peut être une bonne nouvelle parce que, par ricochet, on va voir comment ça se passe. On est dans une période très compliquée en France à cause de ce blocage institutionnel, de ce président qui est là sans être là, de ce gouvernement qui tient avec un bout de ficelle, ou en tout cas avec un vote de censure sur la tête, une épée de Damoclès en permanence. On va voir, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit que la France n'avance pas alors que d'autres pays avancent, et en particulier les États-Unis qui, là, pour le coup, nous ont vraiment surpris.